Ils sont là, plantés, et ils aboient. Ils sont 26. Je les vois par la fenêtre, je vois leur sale gueule d'assassins. Et alors ils disent à Berthold, Berthold c'est le patron de la société, on veut la tête de Boaz sur un plateau, sans ça, on va dévorer tous tes clients. T'as 1 minute pour obéir. 26 précisément. Ben oui. Comment tu sais qu'ils sont pas 28 ou 30? Tu vas comprendre. Alors? Et quoi alors? Il se passe quoi ensuite? Tu vas les voir, tu descends, tu fais quoi? Comment ça, je fais quoi? Je fais rien, je me réveille. Tous les matins, tu te réveilles à ce moment-là? À ce moment-là, oui. Mon rêve n'est jamais allé plus loin. Ça dure depuis longtemps. 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est pour ça que tu me réveilles au milieu de la nuit? T'es un vrai chieur, tu sais. Qu'est-ce que tu me traites de chieur? Ça veut dire quoi? Tu comprends bien que ce rêve, il vient pas de n'importe où. Il y a beaucoup de choses que je t'ai pas racontées. Quoi, par exemple? Tu te souviens du Liban, non? Oui, et alors? Il y a eu une période, au tout début de la guerre, on rentrait dans les villages pour neutraliser des suspects palestiniens. Oui, ensuite? T'arrives à l'entrée du village, t'as les chiens qui te flairent en premier. Du coup, ils donnent l'alarme. S'ils aboient trop longtemps, le village se réveille et ton suspect disparaît. T'as plus l'effet de surprise, tu vois. Fallait quelqu'un pour éliminer les chiens, parce que sinon, on risquait la vie de nos hommes. Je comprends, mais pourquoi il fallait que ce soit toi? Parce que j'étais incapable de tirer sur des gens. Alors on m'a dit, toi, Boaz, t'es en avant du commando, tu prends un silencieux et tu nettoies les clébards. « 26 chiens. Je me souviens de chacun d'entre eux. Chaque museau, chaque cicatrice, jusqu'au regard au moment de l'impact. Je me souviens de chacun d'entre eux. Il y a eu combien de temps entre cette époque et le début des cauchemars? 20 ans. T'as pensé à consulter? Comment ça? Je sais pas, voir un psy, voir quelqu'un, un thérapeute, du shiatsu. Non, non, j'ai vu personne, c'est pour ça que je t'ai téléphoné. J'y connais rien, moi, je fais des films. Et tu crois que c'est pas une thérapie de faire des films? Je te connais, t'as un truc à régler, t'en fais un film. C'est vrai ou pas? Peut-être, en partie, oui, peut-être. T'as jamais des flashbacks du Liban, toi? Non, non, pas que je sache. Pas que tu saches. Non. Beyrouth, Sabra et Shatila? Quoi, Sabra et Shatila? Tu étais en première ligne, t'étais à quoi? À 100 mètres du massacre? 200 mètres, 300 mètres. Non, franchement, là-dessus, j'ai pas imprimé, c'est tout. Mon disque dur est vide. T'as vraiment rien retenu du Liban? Aucun rêve, aucun souvenir? Non, non, non. Ça va aller, tu le sais, hein? Tu crois que ça va aller? C'est sûr. C'est sûr? Ouais, je trouverai bien quelque chose. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Yallah. Ma conversation avec Boaz a eu lieu en hiver 2006. Cette nuit-là, pour la première fois, après plus de 20 ans, j'ai eu un flashback effroyable. Un flashback du Liban. Pas n'importe quel Liban. Celui de Beyrouth-Ouest. Pas n'importe quel Beyrouth-Ouest. Celui du massacre dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila.
malheur? Il est 6h30 du matin. Tu sais ce que c'est? On a tous un ami avocat, un ami médecin, un ami psychologue, et on les met parfois à contribution. Bien sûr, mais l'avocat, tu viens pas à 6h du matin le sortir du lit. Mon ami avocat, il me coûte 10 fois moins cher. Le nœud de la question, le voilà. Comment ça se fait qu'il a fallu le rêve de Boaz, avec ses 26 chiens enragés, pour débloquer ma mémoire? Il n'y a pourtant pas de lien entre les deux. C'est très particulier, la mémoire. Je te raconte une expérience intéressante qu'on fait en psychologie. Tu prends un groupe de personnes et tu leur montres 10 photos de leur enfance. 9 des 10 photos sont authentiques. La 10e est un montage. On a pris leur image et on l'a incrustée dans un décor de fête foraine, où ils n'ont jamais mis les pieds. Tu en as les 4/5e qui se sont reconnus dedans, dans la photo qui n'avait jamais été prise. Ouais. Ils s'en souviennent. Les 20% normaux qui ne se souviennent pas rentrent chez eux. On leur dit, c'est pas grave, ça vous reviendra peut-être un jour. Ils reviennent avec la photo en disant, je me souviens. On est allé à la fête foraine, j'étais avec mes parents à la fête foraine. On a passé une super journée. Ils ont recréé la situation de toutes pièces. La mémoire est dynamique, elle est vivante. S'il y a des détails qui manquent, même si ce sont d'énormes trous béants en plein milieu, la mémoire se reconstruit jusqu'à fabriquer un événement fictif. Ce que tu me dis, au fond, c'est que cette vision que j'ai du massacre, c'est comme la fête foraine, une illusion, un événement que j'aurais inventé, qui n'aurait pas de rapport avec la réalité. Je ne sais pas, mais ça se vérifie. Il y avait qui avec toi? Il y avait Carmi, tu le connais, il était au lycée. Et il y avait un autre mec, je vois pas qui ça peut être. Ok. Tu vas demander à Carmi ce dont il se souvient. Il est en Hollande. Ça fait 20 ans qu'il vit là-bas. D'accord, va en Hollande, pose tes questions à Carmi, si ça te tourmente autant. Ça te semble pas dangereux que je puisse découvrir des choses sur moi qu'il vaut mieux pas que je sache? Non. Je pense que tu vas, oui, découvrir des choses qui sont importantes pour toi, que tu as envie de savoir. Ça m'étonnerait fort que tu te perdes. Il y a un mécanisme humain qui fixe un certain nombre de limites et t'empêche d'entrer dans les profondeurs les plus obscures où il vaut mieux ne pas s'enfoncer. En fait, c'est ta mémoire qui va te conduire là où toi tu dois aller. Tu vois tout ça? Oui. Tout ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à toi. Depuis les arbres jusqu'à la rivière de l'autre côté. Ça t'appartient à toi. Et aussi la maison. 4 hectares environ. Tout ça en vendant des falafels. Tout ça en vendant des falafels. Eh bien, dis donc. Viens, je te montre. T'en as vendu combien, des falafels? Pendant 3 ans, pas plus. Au début des années 90, j'avais un petit stand à Utrecht. Le végétarien, à l'époque, c'était furieusement tendance. Le taboulé, le blé complet. Tu prends un falafel, c'est à la fois végétarien et oriental. Je vois. À une époque, tout le monde disait que tu serais physicien nucléaire. C'est qui, tout le monde? J'en sais rien. Nos parents, tous nos copains, ceux qui étaient au bahut avec nous, on se disait que vers la quarantaine, maintenant, tu serais candidat au Nobel. À 20 ans, c'était déjà fini pour moi. Tu as froid? Oui, c'est vrai, j'ai très froid. Je suis gelé, en fait. On va dans la maison. On fait tout ça à pied. Tout ça qui est à toi. Allez, viens. C'est marrant que tu viennes maintenant. Pourquoi? Ben, quand tu m'as appelé, j'étais dehors avec mon fils Thomas qui vient d'avoir 7 ans. Et donc, il est là avec son petit fusil en plastique et il se met à me poser plein de questions sur où j'avais fait mon service et si j'avais tué des gens ou pas. Tu as tué des gens? Je sais pas. Tiens, on va rentrer. Tu vas avoir moins froid.
Dis donc, si je te dessine avec ton fils en train de s'amuser dans la neige, ça te dérange pas trop? Non, ça me dérange pas du tout. Dessine-moi tant que tu veux. Je vais lui dire de venir. Tant que c'est du dessin et pas de la photo. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on est parti à la guerre sur un yacht. Un petit bateau de croisière, genre Love Boat, loué par l'armée ou réquisitionné, je sais pas. Une ruse pour tromper l'ennemi. Un débarquement surprise. Attends, c'était un vrai bateau de croisière avec jacuzzi, bar, piscine? Ces trucs-là? Dans mon souvenir, oui. En réalité, c'est peu probable. Des années plus tard, j'ai appris que c'était une vedette des commandos de la marine, ce genre de truc. Tu sais, à 18 ans, je te voyais comme un gars éclairé qui s'en foutait pas mal d'être perçu comme un héros. Ça avait son importance pour une raison plutôt prosaïque. Et j'avais le sentiment à l'époque que tout le monde autour de moi n'arrêtait pas de baiser. Quant à moi, comment t'expliquer ça? Moi, je remportais les tournois d'échecs et je brillais en mathématiques. Pourquoi je suis le seul qui baisse pas, je me disais. J'avais des trucs à prouver. Fallait que je sois combatif, couillu, courageux. Tu m'apprends quelque chose? Ça t'a réussi? Bah, plutôt, oui. Je me suis senti fort, capable, compétent. Et voilà que la guerre commence et qu'on nous embarque comme un tas de marchandises sur ce love boat à la con. Et moi, Quoi? Bah moi, j'ai vomi toutes mes tripes, en me demandant ce que l'ennemi penserait d'une loque pareille. Et sur ce, je me suis endormi sur le pont. Moi, quand j'ai des angoisses, je m'endors. Et même maintenant, je sombre dans le sommeil et les hallucinations. Je suis évanoui sur le pont. Et je rêve du moment où enfin une femme arrive. Et me prend pour la première fois. Et en face, je vois mes amis brûler vifs comme ça, sous mes yeux. Où sont-ils? Restés sur le bateau. Je me réveille au débarquement. Le jour se lève, on est aux portes de la ville. C'est quelle ville? Comment veux-tu que je sache? Saïda, peut-être, je sais pas. Hein. Du fait de la peur, du stress, on se met tous à tirailler comme des malades. Sur qui? Et j'en sais rien sur qui.
Il y a une vieille Mercedes bleue qui descend la rue. On mitraille toujours dans une sorte de transe. 2 ans d'entraînement. Et cette peur incontrôlable. Et après, le silence. Un silence effroyable. Un silence de mort. Et dans la lumière du petit jour, tu vas voir. Tu vas voir la destruction que tu as semée. Tu sais même plus où t'es. Et dans la voiture. Dans la voiture? Dans la voiture, t'as les corps d'une famille. Pourquoi est-ce que t'es venu me voir? Moi? Moi? J'ai perdu la mémoire. Un accident? Pardon? T'as eu un accident? Comment ça, un accident? Bah, je sais pas, un accident. En voiture, au boulot. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est que toute cette période, la période de la guerre, au Liban, moi, en fait, j'ai aucun souvenir de tout ça. Et je n'ai qu'une seule image de là-bas. Et je peux pas te dire pourquoi, mais tu y figures. Raconte-moi ça. T'étais avec moi là-bas? J'aurais du mal à te le dire. Ça veut dire quoi, ça? T'étais avec moi ou pas? J'en sais vraiment rien. J'ai tout oublié du massacre. Oui, mais tu y étais. Tu étais sur place. Tu étais bien à Beyrouth au moment du massacre. Oui, bien sûr, bien sûr. Je me rappellerai toujours mon entrée dans Beyrouth. Mais le massacre... T'as dit quoi déjà? Je l'ai pas imprimé, le massacre. Formidable. Le massacre. Et soudain, il y a eu un déclic. Dans le taxi qui me ramenait à l'aéroport d'Amsterdam. Boum. La guerre m'est revenue en mémoire. Ce n'était ni une hallucination, ni mon subconscient, ni un rêve. C'est le premier jour de la guerre, j'ai 19 ans, je me rase depuis quelques mois. On avance sur la route, les vergers d'un côté, la mer de l'autre, et on mitraille. On mitraille, je ne sais pas qui, comme des forcenés, jusqu'au crépuscule. Le soir venu, on s'arrête. Un gradé vient me voir et il me dit « Toi, tu prends nos blessés, tu prends nos morts, t'en fais un chargement et tu t'en débarrasses. » Je m'en débarrasse, je lui demande. « Oui, tu t'en débarrasses. Mais comment je m'en débarrasse? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu les prends et puis tu t'en débarrasses. Tu peux les décharger sous la grande lumière. Le plus souvent, c'est là-bas qu'on les met. » Et alors, je me retrouve sur la même route, mais dans l'autre sens. Moi, qui n'ai jamais vu la moindre fracture ouverte, à peine quelques gouttes de sang, je commande soudain un blindé rempli de morts et de blessés, à la recherche de la grande lumière, le salut venu du ciel, la grande lumière. On fait quoi? On fait quoi? Pourquoi tu dis pas ce qu'on fait? On tire. Sur qui? C'est pas mon problème, tu tires, c'est tout. On devrait pas prier? Bah tu pries et tu tires. Et finalement, la grande lumière, celle des hélicos, on dirait un halo. On s'en approche, et quand on arrive, le sol est couvert de cadavres et de blessés.
on décharge les nôtres, machinalement, comme si on n'était pas vraiment là. Puis on fait demi-tour et on s'en va. Alors voilà l'histoire. Le premier jour de la guerre du Liban, j'ai évacué toutes les pertes que la division blindée avait subies sur la route côtière. Je veux retrouver des gens qui étaient là-bas avec moi. J'ai peut-être pu évacuer certains de tes hommes. Oui, enfin, ça me paraît probable. Nous on était secteur ouest et sur la route côtière. Oui. C'est possible. Et là, tu me reconnais, tu te souviens de moi à cette époque? Non. Si tu veux le fond de ma pensée, je me reconnais pas Attends. non plus. Ouais. Ça tient pas ton truc. Touche à rien. Allez, c'est bon. Souris. On a passé la frontière à Rosh Hanikra. Il y avait comme une ambiance de départ en excursion. On prenait des photos et puis on chantait, on racontait des blagues. On avait un peu de temps pour décompresser avant l'opération. On en a profité. On roulait, le paysage était superbe. Les arbres, les maisons isolées. On était dans une sorte de tableau très agréable, champêtre. Et nous, on roulait. On n'était pas pressés. Moi, j'étais sur la tourelle avec le commandant à profiter du paysage. Quand t'es dans un char d'assaut, tu te sens forcément en sécurité. C'est un engin, par définition, très lourd, hermétique, solide. Du moment que t'es dans un tank, t'es protégé. Soudain, on voit que le commandant, en fait, il répond plus. Personne ne comprend plus rien et il n'y a plus d'intercom. Attends, il n'était pas avec toi? Si, bien sûr, mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'il a la tête affaissée vers l'avant. Alors je rentre tout de suite. Et là, je constate qu'il y a du sang. Il y a du sang à l'intérieur du tank. Et ensuite, j'ai vu que le sang venait de son cou. C'était à toi de le remplacer? Oui, j'étais le second, c'était à moi de prendre le commandement. Mais je n'ai pas réagi immédiatement, pas comme il aurait fallu. On était paralysés au fond de notre tank, on n'a même pas pensé à riposter. Et 2 minutes plus tard, il y a une explosion. Et là, tout le monde s'est précipité le plus loin possible des tanks. Sans armes, sans casque, sans rien, quoi. Enfin, ceux qui avaient survécu à l'explosion. J'ai couru comme à l'entraînement, fait en zigzag en direction de la mer.
J'avais une seule chose en tête. Ils vont venir me tuer parce qu'ils m'ont vu courir et puis... Voilà, c'est fini, ils vont venir et puis... C'est tout, j'ai plus qu'à attendre la fin. Et tout ce que je voyais, c'était le bâtiment derrière, celui d'où venaient les tirs. Et puis un blindé, un des nôtres, qui essayait aussi de se rapprocher, mais qui était assez loin. J'ai jamais su pourquoi, mais il a battu en retraite. J'ai eu le sentiment d'être totalement seul, abandonné par nos troupes. J'ai pensé à ma mère, à la réaction qu'elle aurait. Et elle est sensible, très attachée à moi. J'ai toujours été son bras droit, maman. Elle a toujours eu confiance en moi. J'ai toujours été celui qui rend service à la maison. Enfin, comme un fils aîné, quoi. J'ai regardé, je voulais voir ce qui se passait. Je les ai vus rigoler, parler, fumer. J'étais finalement assez étonné qu'ils ne regardent pas vers moi. Après quelques coups d'œil dans leur direction, finalement, j'ai compris qu'ils s'imaginaient que tout le monde avait été liquidé. Alors je me suis dit que j'attendrais la tombée de la nuit, que j'étais relativement bien caché. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je suis entré dans la mer. Je me suis éloigné à la nage, je voulais pas être repéré, alors j'ai nagé vers le large, loin des côtes. Quand j'ai vu que j'étais assez loin, j'ai décidé de nager vers le sud. La mer était comment? La mer était plutôt calme, il n'y avait pas de courant, pratiquement pas de vagues. Et moi aussi, j'étais plutôt calme, il n'y avait que la mer et moi. Une espèce de tranquillité intérieure, comme si la mer me portait. Et à la fois, j'avais peur, j'avais la peur au ventre. Peur de perdre mes forces et de me noyer. Ou alors qu'on m'aperçoive, qu'on me tire dessus, qu'on me tue. Tout en nageant dans cette espèce de calme presque idyllique, soudain, il y a eu un fracas étourdissant. Et je me suis retrouvé aspiré sous l'eau, comme si elle vibrait. Et moi aussi, du coup, je tremblais de partout, j'avais très très peur. J'ai vu des lumières, de petites lumières au loin, et je me suis dit, faut que j'arrive là-bas, ça peut être des forces israéliennes. J'ai nagé, et j'ai senti que j'étais épuisé, j'avais plus rien, je pouvais plus bouger mes membres. Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, je sais pas comment, j'ai atteint la plage. J'ai réussi à me mettre debout, à marcher. J'ai entendu une radio, des voix qui parlaient en hébreu. Et alors j'ai compris tout de suite
Et malgré mon épuisement, c'est là que je devais arriver. C'était presque un miracle. J'avais rejoint le régiment qui m'avait lâché. Une fois dans mon régiment, j'ai eu le sentiment plutôt inattendu de pas tant d'être celui qui avait été abandonné, mais que j'avais moi-même lâché mes camarades et puis qu'on me voyait comme le gars qui avait pas, enfin bon, qui avait pas réussi quoi, à sauver ses camarades. Et puis il y avait tous ces trucs gênants sur ma sexualité. Bref, j'avais fui le champ de bataille pour sauver ma peau. Tout cela me laissait un sale goût dans la bouche. J'ai coupé les ponts avec les familles. J'ai participé aux commémorations sur les tombes et tout ça, mais très vite, j'ai plus voulu y assister. Pourquoi? Pour ne plus avoir à revivre ces moments-là, j'ai voulu oublier. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vas sur la tombe de tes camarades? Ben surtout, je me sens coupable. Quand je vais sur leur tombe, je me sens coupable. Quand je vais là-bas, je me dis que j'ai pas donné ce que je pouvais. J'ai pas donné ce que je pouvais. J'étais pas le genre de héros en béton armé qui tue les ennemis et qui sauve tout le monde. Non, j'étais pas ce genre de mec. Après que Ronny Dayag soit rentré à la nage, l'armée a pris position sur la plage d'où il s'était enfui. On nous répétait tout le temps qu'on allait attaquer Beyrouth, qu'on allait tous à la mort. Mais nous, on était à la plage. La mort, on n'y pensait pas trop. Et moi, j'avais un abri en feuilles de bananier. Quand je repense à cette époque, j'ai surtout la nausée qui remonte. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, à cause de l'odeur du patchouli. Le parfum culte des années 80. Mais pour Frenkel, mon compagnon de chambrée, le patchouli, c'était plus qu'un parfum, c'était une façon de vivre. Comment on fait? Comment? Fais voir. T'en prends un petit peu, une seule goutte, comme ça. C'est tout. C'est impossible après ça qu'on puisse pas te retrouver. Moi, quand on était en manœuvre, oui. Tu te rappelles ce qu'ils disaient, mes hommes? Frenkel, tu vas trop vite, du calme. Ouais. J'étais aussi rapide qu'un lièvre. Et nous, il disait. Il n'y a pas de souci, je répondais. Même la nuit, dans le noir total, vous me retrouverez. C'est tellement fort comme odeur. Même sur le champ de bataille, t'es obligé de me retrouver. J'en mets toujours d'ailleurs, même maintenant.
J'avais un emploi du temps plutôt bien rythmé. Le matin au réveil, le premier truc, c'était de préparer un petit déj qui tienne au corps. Œufs au plat, corned beef. Sur la plage? Sur la plage. Puis on pique une tête, on passe l'uniforme et en route. On va chasser le terroriste. Quelqu'un a crié « Frenkel !» Il y avait un enfant avec un lance-roquette. Un enfant. Dis-moi, Frenkel, j'étais là aussi, moi? En voilà une question. On a suivi la même formation. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Alors j'y étais, là-bas aussi? Là-bas aussi. C'est important de le savoir. T'es sûr que j'y étais aussi? Oui. Ok. C'est possible que j'ai pu vivre des choses si dramatiques, mais que je ne m'en souvienne pas? Ce sont des événements dissociatifs. Un sujet peut être plongé dans une situation donnée, mais avoir l'impression d'être ailleurs. Je peux vous parler du cas d'un jeune homme photographe. À son retour du Liban, je lui ai demandé comment il avait vécu des événements aussi durs. Et il m'a dit, c'était relativement simple. J'ai traité ça comme un voyage, un grand périple. Je me suis dit, waouh, trop cool, quel spectacle, vraiment extraordinaire. Ça crie, ça bombarde, c'est un feu d'artifice, c'est passionnant tout ça. C'est comme si la réalité apparaissait dans un cadre bien délimité d'une espèce d'appareil photo. Jusqu'au moment où, sans prévenir, son appareil imaginaire s'est cassé. Il m'a raconté un épisode qui avait été très éprouvant pour lui. Il m'a dit, je suis arrivé aux écuries de Beyrouth. À l'hippodrome. À l'hippodrome, oui. Et j'ai vu toutes sortes de carcasses. Des carcasses de pur sang arabes qui avaient été décimées. Et il continue, ça m'a brisé le cœur, la guerre, je l'accepte, ce sont des gens qui s'entretuent. Mais ces chevaux, ces animaux si nobles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel péché ont-ils commis pour mériter ça? L'agonie de ces chevaux entassés lui était insupportable, et le mécanisme par lequel il se préservait en restant hors champ, comme s'il regardait passivement un film de guerre, ce mécanisme l'avait protégé jusque-là. Mais dès lors qu'il est entré dans le cadre, il ne pouvait plus dire « ce n'est pas à moi que ça arrive ». Il a été rattrapé par toutes ces horreurs, et il a plongé dans la psychose. Vous avez dit n'avoir aucun souvenir de cet événement dans le verger avec le lance-roquette et l'enfant. Vous vous rappelez peut-être d'autres aspects de la même époque, vos permissions, vos amis, les conversations que vous auriez pu avoir? Y a-t-il d'autres événements, ultérieurs ou pas, qui vous renvoient à cette période de votre vie? Il y a des choses que je me rappelle en détail. Quoi, par exemple? J'ai des souvenirs très pointus de toutes mes permissions. This is not a love song. 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 I'm crossing over.
rappelle, quand j'étais petit, j'avais 10 ans peut-être, et c'était la guerre, tout était paralysé. Tous les pères étaient au front, et tous les enfants restaient avec leur mère dans leur maison fermée, derrière leurs fenêtres fermées, leurs volets fermés, les lumières éteintes, en attendant l'avion qui passerait, la bombe qui tomberait, qui tuerait tout le monde. Contre ça, il n'y avait pas de permission qui tienne. Et maintenant, c'est moi qui reviens du front, pour la première fois après 6 semaines au Liban, et je vois que la vie continue comme si de rien n'était. Pendant toute ma perme, je n'ai qu'un seul objectif. Récupérer ma copine Yaeli, qui m'a largué juste avant que tout commence. T'as oublié comment on faisait à l'époque? Non, non, c'est quoi? T'ajoutes un peu de limonade, et puis c'est tout. T'es prêt? Vas-y. Allez. Ça commence à se reconstituer. J'ai parlé avec des soldats, avec qui j'étais. Et là, j'ai presque un tableau complet. T'en es arrivé où? J'en suis à mon premier jour au Liban. Je me rappelle le siège de Beyrouth. Et que la semaine d'avant, Yaeli t'avait largué? Tu te souviens de ça comment, toi? Tu savais pas que pendant des années, j'étais amoureux d'elle, moi aussi? Non, ça me dit rien du tout, ça. Mais si, tu savais. Pourquoi tu fais cette tête? Ça s'est passé il y a 20 ans. Je fais pas la tête et je sais quand ça s'est passé. Toi, au moins, t'avais ta maison, ta famille. Quelle maison, quelle famille, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles d'une famille. Mon père, Hein? Pour me réconforter, il s'est mis à me raconter sa guerre à lui, la Seconde Guerre mondiale. On a accordé une perme de 48 heures aux soldats russes à Stalingrad, et ce, après 1 an sur le front. Ils ont pris le train, ils sont arrivés chez eux, ils sont descendus sur le quai. Ils ont embrassé leur copine et c'était fini. Leur perme était fini. Ils ont repris le même train et sont repartis au front. Tu vois le tableau? Lui qui pensait me consoler. Il avait pas tort, d'un certain côté, mon père. J'étais même pas là 24 heures que j'étais déjà rappelé. C'était la grande mode des voitures piégées qui commençait. Ouais, c'est en plein boom encore aujourd'hui. Oui, ça marche du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Alors je me retrouve dans une sorte de grande villa à l'entrée de Beyrouth. Le super luxe, t'avais des dorures partout, des lavabos en marbre, tous les robinets en or, tout ce que tu veux. Et là, je vois un officier qui est devant la télé. Il me regarde pas. Il répète à son chauffeur: Avance, avance. Avance, avance. Bonjour madame. Pareil qu'il y a un trou à boucher. Il est où? En dessous, là. Vous avez vu mon outil? Quel outil? Le gros long, là, bien dur. C'est plus profond que prévu. Avance, avance. Hop, 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 hop. Arrête, arrête. T'aimes ça, hein? T'aimes ça? Bonsoir. Je viens faire enlever la Mercedes rouge. Vous patientez, je décharge mon matos et je suis à vous. Tout en bidouillant ses cassettes, il me dit: Écoute, on a une alerte, c'est hyper important. Il va y avoir une Mercedes rouge qui va exploser sur toi et tes hommes. Oui? Tu vois une Mercedes, tu la fais sauter. N'importe quelle Mercedes rouge? Attends, t'es con ou tu te fous de moi? Et alors? Elle est venue, la Mercedes? Nous, on s'est mis en position et on a attendu toute la nuit la Mercedes qui devait tous nous faire sauter.
On pensait qu'un truc horrible allait arriver. Et puis, au petit matin, le téléphone a sonné. Bachir est mort. Qui c'est, Bachir? Bachir Gemayel, président élu du Liban. C'est un allié chrétien. Un gars à nous. Il est mort. Assassiné. Tu réveilles tes hommes, dans 2 heures vous êtes à Beyrouth. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs du vol vers Beyrouth-Ouest. Seulement d'avoir eu tout le temps des pensées obsessionnelles sur la mort. Parce que ma copine Yaeli m'avait jeté la semaine d'avant. Tout ce que je voulais, c'était mourir, pour me venger, pour qu'elle porte le poids de sa culpabilité jusqu'à la fin de ses jours. Et pendant que moi, je fantasmais comme ça sur la mort, on descendait sur Beyrouth. On aperçoit une ville, il y a des hôtels, il y a la mer, il y a les gens qui s'agitent. Et on atterrit à l'aéroport international. Nous, on est dans un hélico de l'armée, mais au loin, t'as des avions d'Air France, TWA, British Airways. Et petit à petit, je commence à être ému, comme si j'étais en voyage. Une émotion qui envahit tout mon corps. À un moment, je me détache et je rentre dans le terminal. J'ai toujours cette sensation d'être là en touriste. Une espèce de trip un peu hallucinée. C'est comme si j'étais vraiment dans un terminal international et que j'avais plus qu'à me choisir une destination pour mes vacances. Je suis devant un tableau des départs comme il y en avait dans les années 80 et je me dis, ok, t'as plus qu'à choisir. Je vois 14h10, Londres, 15h20, Paris, 16h, New York. Je continue à parcourir le terminal et plus loin je vois des boutiques duty-free. Des bijoux, du tabac, de l'alcool. Et du fond de mon trip, je commence à capter quand même un petit peu ce qui se passe. Je vois par la fenêtre que tous les avions que j'ai aperçus tout à l'heure, les TWA, Air France, ils ont été bombardés. C'est plus que des squelettes. Les boutiques, elles sont vides. Elles ont été pillées depuis longtemps. Quant au tableau, le tableau des départs, il n'a pas dû bouger depuis des mois. Je commence à capter le son aussi, les voix, les tirs de mortier en direction de la ville, les bombardements de l'aviation. Je commence à comprendre où je suis. Je commence à avoir peur de ce qui va se passer. On est parti à pied depuis l'aéroport vers l'intérieur de la ville. D'un côté les hôtels, de grands hôtels avec plein d'étages, et de l'autre côté la mer. On avance le long d'une sorte de promenade et on s'approche d'un gros carrefour. À un moment donné, il y a des snipers cachés dans les étages qui nous prennent pour cible. Nous, on voit rien, on sait pas d'où ça vient, on sait pas qui tire, on sait rien. On a un blessé étendu au milieu du carrefour, mais on n'a aucun moyen de le rejoindre et on a peur. On crève de trouille. Et au beau milieu de l'enfer, qui c'est qui arrive? La star des journalistes télé, Ron Bani Shai. Droit comme un i, il marche entre les balles, comme une espèce de Superman. Il marche comme si de rien n'était. T'as des projectiles qui tombent en rafale autour de lui. Juste devant, son caméraman qui rampe, qui tremble sous son casque et forcément, qui voit pas un mètre. C'était un carrefour important, stratégique. Car l'une des avenues qui partait de ce carrefour aboutissait à l'avenue Amra, qui menait droit au quartier Amra de Beyrouth-Ouest.
Je me souviens surtout des bruits, ces sifflements suraigus. Les partisans employaient fréquemment des lance-roquettes. Et alors, le bruit que ça produit fait penser aux flèches des Indiens. Avant d'exploser, une roquette fait entendre un sifflement. Ce n'est pas tant l'explosion qui vous reste dans les oreilles, mais ce sifflement très fort. Et bien sûr, les morceaux de mur qui volent en éclats. Et puis, au milieu de tout ça, surplombant l'action, aux premières loges sur les terrasses, on voit des civils. Tout le monde est là, les femmes, les enfants, des vieillards en train de regarder ça comme un film qui se déroulerait à leurs pieds. De tous les côtés, on essuie des tirs. Ça vient vraiment de partout. Il n'y a pas moyen de passer, mais pas moyen de passer. Moi, au service, j'ai été formé sur une mag comme mitrailleur. À l'école des officiers, je me suis dit comme ça, après tout ce temps que j'ai passé à tirer sur une mag, je peux bien faire une petite infidélité. On m'a donné un Galil. Et là, en opération, alors que je me fais canarder de tous les côtés, je me rends compte. Je suis pas en train de tirer avec le Galil comme je tire d'habitude. Et l'arme à laquelle j'étais habitué, cette arme, elle me manque. Je chope Erez et je lui dis, Erez, fais-moi plaisir. Prête-moi ta mag. Je traverse pas cette rue avec un Galil. Passe-moi ta mag et on va la traverser ensemble. J'assure bien avec une mag. Et lui, il me fait... Frenkel, t'es pas bien ou quoi? Oh, on est sous le feu, là. Arrête de me prendre la tête et tire. Alors on tire. À un moment donné, j'ai compris qu'il fallait faire un truc extraordinaire. Alors je lui ai dit, écoute-moi bien, Erez. Donne ta mag. Tu donnes ta mag ou c'est moi qui la prends. Je ne sais pas si ça a duré une éternité ou une minute, mais je revois Frenkel au carrefour, avec des nuées de balles qui sifflent autour de lui. Et au lieu de traverser la rue au pas de charge, il se met à danser, comme un possédé. Il leur montre qu'il n'a pas l'intention de quitter la rue, qu'il entend bien y rester, pour toujours. Il veut danser une valse entre les balles, avec les portraits géants de Bachir autour de lui. Alors qu'au même moment, à 200 mètres de là, les fidèles de Bachir préparent la vengeance, préparent le massacre dans les camps de Sabra et Shatila. J'ai la mémoire qui commence à revenir. J'ai rencontré des gens, j'ai entendu leur histoire, et des histoires sur moi aussi. Que j'ai du mal à croire d'ailleurs. Bravo. Qu'est-ce qui te manque alors? Seulement le jour du massacre, dans les camps de réfugiés. Tout le reste est revenu. Je vais te dire un bon truc. J'ai jamais compris, moi, pourquoi tout le monde s'étonnait que les phalangistes aient fait le coup. Les phalangistes, j'avais compris tout de suite leur cruauté. Lors du siège de Beyrouth en particulier, quand on était dans la boucherie. La quoi? Nous, on appelait ça la boucherie, cette espèce de terrain vague où ils amenaient les Palestiniens pour les faire parler un peu avant de leur foutre une balle dans la nuque. Un mauvais trip à l'acide, sauf que c'était bien réel. Ils se trimballaient avec des organes dans du formol. Des organes de Palestiniens qu'ils avaient butés. Tu retrouvais un doigt dans un bocal ou un œil, tout ce que tu voulais. Il y avait toujours des photos de Bachir Gemayel partout. Le médaillon Bachir, la montre Bachir, Bachir par-ci, Bachir par-là. Ce gars-là, comment dire, il était pour eux ce que David Bowie était pour moi. La star, l'idole, le prince charmant.
Il y avait même là-dedans un truc érotique. Carrément érotique. Faut bien comprendre ça. Leur idole allait monter sur le trône et nous, on allait l'y installer. Et le lendemain, voilà qu'il se fait tuer. C'était clair qu'ils allaient venger sa mort dans le sang. C'était obligé, c'était comme si on avait buté leur femme. Une affaire d'honneur familial. Ça remuait profond. Pourquoi t'es revenu me voir? J'ai toujours cette vision hallucinante dans la mer sur la nuit du massacre. Et toi, tu figures dedans. Toi, t'es pas normal. T'es gravement atteint, mon pote. C'est quoi ce trip? Qu'est-ce qu'on irait foutre à se baigner dans la mer dans un moment pareil? Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec la mer? Là, je suis dans l'impasse. Je n'ai retrouvé personne qui était avec moi à Sabra et Shatila. Je n'ai recueilli aucun souvenir, un tant soit peu convaincant, de la part de quelqu'un avec qui j'aurais pu être lié à l'époque du massacre. Tout ce que j'ai, c'est cette vision. Et le seul camarade que je reconnais dans cette vision refuse jusqu'à la possibilité de s'y trouver. L'hallucination elle-même, elle est réelle. Mais si c'est une hallucination... Elle est à toi. Tu voudrais que je te l'interprète? Oui. L'élément marin, dans ton imagination, ça représente quoi? Les angoisses, les peurs, les sentiments? Tu étais sur place, alors forcément, tu es impliqué sur le plan des émotions. Pour l'instant, tu ne m'apprends rien. Ton souci par rapport à ce massacre est largement antérieur au massacre lui-même. Je crois que tu es préoccupé plutôt par un tout autre massacre. Ton intérêt pour ce qui s'est passé dans les camps de réfugiés concerne en fait d'autres camps. Tes parents ont été dans les camps de concentration. Oui. À Auschwitz. Oui. Ça remonte à ta propre enfance. Le massacre, pour toi, il a eu lieu quand tu avais peut-être 6 ans. C'est ce massacre-là que tu vis, dans ces camps-là. Je ne vois qu'une solution. Tu dois établir tous les événements qui se sont passés ce jour-là. À Sabra et Shatila, parle à tout le monde, les témoins, les soldats. Tu demandes des détails, où, quand, comment, de quelle façon. Tu fais bien attention aux détails, parce que c'est à travers eux que peut-être tu te rappelleras où tu étais et que tu comprendras le rôle que tu as tenu. Ce jour-là, on nous a envoyé occuper une position sur une colline. Un endroit un peu surélevé. En fait, cette position était précisément en bordure ouest des camps de réfugiés. De là où j'étais, je voyais clairement que c'était une zone peuplée. Une zone d'habitation. De temps en temps, on essuyait des tirs, on essayait de les localiser, on répliquait. Petit à petit, il y a les phalangistes qui arrivent. Des miliciens libanais, mais habillés comme nous, avec des uniformes israéliens, et ils prennent position derrière nos tanks. Et puis on m'a appelé ailleurs pour un briefing. Un briefing en anglais. Et on vous a briefé sur quoi? Bah moi, en fait, ce qu'on m'a expliqué au briefing, c'est que les phalangistes allaient pénétrer dans les camps, et puis nous, on serait leur couverture. On m'a dit, ils vont nettoyer les camps, et après le nettoyage, nous, on entre, et puis on prend le contrôle du secteur. Nettoyer? Nettoyer quoi? Bah, les terroristes.
matin, ils ont commencé par évacuer les civils. Ils évacuaient les civils. C'était une longue file, une file indienne de civils, comme ça, qui marchaient le long de la route des camps. Et les phalangistes les encadraient, ils n'arrêtaient pas de crier, ça gueulait, ça tirait des coups de feu en l'air. Il y avait des femmes, des vieillards, il y avait des gamins qui traînaient des pieds à la queue leu-leu en direction du stade. Avec votre équipage dans le tank, vous vous êtes demandé où on les emmenait, les civils? Vous vous êtes posé la question? Pas particulièrement, parce que pour ce genre d'opération, quand on entrait dans un camp de réfugiés, on balançait les tracts à la population pour pouvoir l'évacuer. Ceux qui sortaient pas étaient traités comme des combattants, vous voyez? Moi, ça me semblait parfaitement normal qu'en amont d'une opération comme celle-là, on puisse dire « Attention les mecs, si vous voulez pas morfler, vous évacuez. » Ce jour-là, je me suis rendu à Doha, une petite ville sur la côte, où se trouvait la piste d'atterrissage de Tsahal. Sur le chemin, j'ai croisé plusieurs blindés pleins de phalangistes, et ils étaient joyeux, très gais, et ils roulaient en direction de l'aéroport de Beyrouth. Une fois à l'aéroport de Doha, je tombe sur un colonel de la division, un homme que je connais. Et lui, il me demande... Tu as entendu ce qui s'est passé cette nuit dans les camps? Le doigt pointé en direction de Sabra et Shatila. J'ai dit non, non, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Il répond, moi je n'ai rien vu, mais en ce moment même, on raconte qu'il y a un massacre. Ils tuent tout le monde, ils les ont égorgés. Il y en a qu'on a embarqués dans des camions comme des animaux. Il y en a à qui on a tailladé des croix sur la poitrine. Il y a des blessés, il y a beaucoup de blessés. Des blessés graves, qui ont été comme ça embarqués pour une destination que personne ne connaît. Nous, on a vu un phalangiste pousser devant lui un homme assez âgé. Et au bout d'un moment, on entend des tirs. 3, 4 coups de feu. Et puis le phalangiste ressort tout seul. Et nous, on lui demande ce qui s'est passé. Maintenant, c'est vrai qu'on parlait pas la même langue. Alors avec des boum-boum, des gestes, il nous fait comprendre qu'il a dit au vieux de se mettre à genoux, et comme le vieux a refusé, il lui a tiré dessus, d'abord dans les genoux, puis dans le ventre, et finalement dans la tête. Est-ce qu'il y a un moment où le déclic se produit et tout se tient? Où vous vous dites, les camions entrent vides et ressortent pleins à craquer? Il y a des femmes, des enfants qu'on évacue, les bulldozers qui entrent et on se dit, ça c'est un massacre, il y a un massacre en cours. Un moment où on dit, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais il y a un moment où j'y pense. Enfin seulement, après que mes soldats soient venus me dire, voilà ce qu'on a vu. Ils étaient sur le tank. Et moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils venaient de voir des gens qu'on alignait au mur et qu'on fusillait. Et il y a eu des hurlements. « Hé, ils tirent, ils ont tiré sur des civils !» Je me suis aussitôt mis en rapport avec mon supérieur. Et je l'ai averti, je lui ai parlé de tous les événements dont m'avaient parlé mes hommes. Et lui, il m'a répondu, on sait tout ça. L'info a été transmise, on fait ce qu'il faut. Alors forcément, je suis parti du principe que nos chefs étaient au courant et à même de gérer. Et où se trouvait le commandement? Où était le quartier général? Il était derrière moi, peut-être à 100 mètres maximum, sur un immeuble qui surplombait ma position. En hauteur, donc? Tout à fait, oui. Il pouvait voir tout ce qui se passait en contrebas. En tout cas, j'imagine, beaucoup mieux que moi.
Cette nuit-là, ça ne me disait rien de m'éterniser sur le terrain. J'avais un appartement à Baabda, en banlieue sud. Je suis rentré en voiture et... j'étais avec Misha Friedman. On s'est dit qu'on allait se préparer un dîner. Et Misha a invité des gars d'un régiment de la division. La 211e, si je ne me trompe. Pendant le dîner, le colonel du régiment vient me prendre à part. Et il me dit... Ron, il faut que tu saches ce que mes hommes racontent. Ce qui se passe dans les camps, c'est un massacre. Il m'a rapporté un cas particulier ou deux que ces hommes avaient constaté, quand par exemple on avait traîné dehors une famille avant de l'abattre. Et ça, je lui demande, tu l'as vu, toi? Il a répondu, non, non, moi non, je ne l'ai pas vu personnellement, mais mes hommes l'ont vu, de même que les officiers ici. Nous en avons reparlé autour de la table, en dînant avec tous les autres. Et quand tout le monde est parti, vers 11h30, j'ai avalé un demi-verre de whisky et j'ai appelé Ariel Sharon à son ranch. Je l'appelle alors qu'il était au lit, complètement endormi. Mais je l'interpelle, je lui dis, Ariel, tout le monde dit qu'il y a un massacre de civils à Beyrouth-Ouest. On me dit qu'on fusille des Palestiniens, il faut qu'on arrête tout ça. Et à son tour, il me dit, toi, tu l'as vu? J'ai répondu, moi non, mais il y a des témoignages. Beaucoup de gens m'ont confirmé la chose. Il me dit, bon d'accord. D'accord, je te remercie d'attirer mon attention là-dessus. Et sur ce, il raccroche. En général, on dit, je m'en occupe, je vérifie, je fais ci, ça et ça. Rien. Rien. Il m'a rien dit, il m'a dit merci. Merci du tuyau, bonne année, bonne santé. Comme si c'était... Et puis il est retourné dormir. Ce qui me secoue, c'est que il y a eu un massacre qui a été commis par des chrétiens, des phalangistes. Tout autour, il y avait des cercles de gens. Des gens à nous. Chaque cercle avait une partie de l'information, le premier cercle en particulier. Et pourtant, le déclic dans ce premier cercle ne s'est jamais produit. Ces gens-là n'ont pas vu qu'ils assistaient au meurtre d'un peuple. Toi, tu étais dans quel cercle? Le deuxième, je sais pas, le troisième. Et on faisait quoi dans ces cercles? Vous faisiez quoi, vous? On était sur un toit, sous un ciel complètement illuminé. Illuminé par quoi? Des fusées éclairantes qui ont probablement facilité ce qui se passait en bas. Qui envoyait les fusées? Ça change quoi? Ça change quoi si moi j'ai envoyé des fusées ou si j'ai vu des points lumineux qui ont aidé plein de gens à en tuer plein d'autres? De ton point de vue de l'époque, sans doute, il n'y a pas de différence. Pourquoi tu l'as oublié, ce massacre? Parce qu'en ton âme et conscience, tu pensais que le cercle des assassins, le premier, et ton cercle à toi ne faisaient qu'un. Tu as pensé, à 19 ans, que tu étais coupable. Tu as endossé malgré toi le rôle du nazi. Ça n'est pas que tu n'y étais pas, tu y étais. Tu as envoyé les fusées, mais tu n'as tué personne. J'ai dû me réveiller vers les 5h, 5h30. J'ai réveillé mon équipe de tournage. Et j'ai pris la direction de Sabra et Shatila. Quand je suis arrivé, il régnait là-bas un indescriptible chaos. Tu as peut-être déjà pu voir cette image du ghetto de Varsovie. Oui. Avec l'enfant qui a les mains comme ça, tu la connais. C'était une procession de femmes, de vieillards et d'enfants qui avançaient comme ça. Je pensais aller directement à l'état-major, voir le général Amos, mais Dieu a voulu que justement, alors que j'y allais, Amos lui-même est arrivé en personne. Il s'est arrêté en tête de convoi et, avec des gestes, il faisait des gestes avec les bras, il les a arrêtés en mettant par cette seule action un terme à tout l'épisode. Stop the shooting. Stop the shooting immediately. It's an order, stop the shooting. Immediately. Everybody go home. Go home. Now.
Les phalangistes sont partis en descendant l'avenue. Quant aux autres, les femmes, les enfants, ils ont rebroussé chemin et sont rentrés dans le camp. Les Palestiniens? Les Palestiniens, oui. J'ai dit à mes opérateurs, je leur ai dit, nous, on va suivre les civils, on va avec les femmes, avec les enfants, dans le camp. On va dans le camp, on va voir ce qui se passe là-bas. C'était au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Et soudain, au milieu de tout ça, je vois une main d'enfant, une main de petit garçon, ou de petite fille, qui sortait de sous les décombres. Et alors, je regarde encore, et j'aperçois des boucles, des cheveux bouclés, une tête, couverte de poussière. En fait, c'est pour ça que je ne l'avais pas remarqué, mais elle était là, ensevelie sous les décombres jusqu'au bas du visage. Une main et une tête. Ma fille avait sensiblement le même âge à cette époque. Et comme cet enfant, elle avait les cheveux bouclés. Les maisons palestiniennes dans les camps de réfugiés ont une cour intérieure. On y a découvert des femmes, des enfants gisant au sol. Les phalangistes avaient d'abord sorti les hommes jeunes pour les liquider, avant de régler leur compte au reste de leur famille. On s'est retrouvés dans une ruelle qui était très étroite, peut-être la largeur d'un homme et demi. Elle était bouchée, c'était comme si on l'avait murée de l'intérieur, à une hauteur, mettons, à la hauteur de la poitrine d'un homme, avec des cadavres d'hommes jeunes. Et là, je commence à comprendre ce que je vois. Je vois le résultat d'un massacre.